valente erra, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Il est mardi, 21h, comme tous les mardis, nous sommes là présents pour parler de foot, pour débattre du football. Et avant de commencer cette émission, déjà, je souhaite un joyeux anniversaire à Chris, notre Belge, mon préféré, mon chouchou. Désolé les gars, mais je suis obligé de le dire, je l'ai annoncé partout. Voilà, quel insolent. Je vais foutre la merde dans le groupe ce soir, et voilà, c'est mon... C'est fait, c'est trop tard. Voilà, c'est fait, voilà, c'est... T'as qu'à l'appeler ton Chris ce soir, et puis bah nous on est off. Voilà, ça c'est fait. Ça y est, comme ça, tout le monde va me voilà, Chris va devoir venir ce soir tout seul. Chris, si tu nous entends, il va falloir que tu viennes absolument. Allez messieurs, c'est parti pour cette émission avec mes chroniqueurs, hein. Vous les avez commencé à l'entendre, hein. Xavier Coulant qui est là ce soir, Florent et Jean-Michel Badiane et bien sûr notre petit Julien Pierce. Bonsoir. 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 Ah voilà, ils sont en forme, ils disent rien, ils sont déçus parce que voilà, le chouchou c'est pas eux. Mais bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ils vont se défendre ce soir. Ils vont montrer des choses, ils vont montrer des très très belles choses. En tout cas, ce soir, notre invité, c'est une femme. Et oui, ce soir, c'est exceptionnel, hein. Ce soir, attention, parce que messieurs, vous allez avoir des choses à dire et ça va être compliqué, hein. Elle a travaillé à Butil. Elle travaille toujours à Butil, pardon. Et elle a fait 11 ans de journaliste sportif et musique. Et bien sûr, maintenant, elle est photographe pro. Jade Lorelai. Voilà, j'ai zappé là. Moi, bonsoir. Parce que tu te trompes toujours. Voilà, il y a mon prénom et mon nom. Voilà, si tu pouvais éviter de m'appeler Jade. Y arriver, ça serait bien. C'est vrai, j'arrive pas, hein. Je suis désolé, hein. Des noms un peu compliqués, ça arrive souvent. Jean-Michel Badiane, ça passe bien, mais Lorelai Ouais, ça passe pas. Et Christopher, quand tu parles du But Lille, c'est le magasin But. Ah. Ouais, on n'a pas le droit de faire de pub, voilà. Non. Oui. Ah, il est en forme, hein. Ça va vanner fort, là, Je crois qu'il y a des restes du jour de l'an, là. On a dit Xavier. Il y a du champagne qui remonte, messieurs. Allez, c'est parti pour le sommaire, hein. N'oublions pas, premier débat, choix de l'invité. Deuxième débat, le choix de mes chroniqueurs et aussi l'interview, des Calédans. Il n'y en aura pas. Top ou flop, plutôt. Top ou flop transfert et les pronostics. Bien sûr, sur YouTube, hein, si vous voulez revoir tous nos podcasts, quand on aime le foot, on parle foot. Sur Skype aussi, on aime foot auditeur. Si vous avez envie de réagir en direct avec nous ce soir, n'hésitez pas. Et puis aussi sur Twitter, Julien sera là avec nous pour remettre toutes les phrases en direct. On parle foot. Alors Julien, sois au taquet parce qu'à mon avis, il est tweetos. Sur l'oreille là, il sera pas là pour tweeter, mais à mon avis, il tweetera quand même. Présence. Venez, allez-y, je vous attends. Et voilà, Julien vous attend avec grand plaisir. Et oui, mon deuxième chouchou aussi, hein, c'est Thomas aussi. Je suis obligé aussi, bien sûr. Oh bah putain, oh là là, si tu commences à faire un classement. Et voilà, je suis obligé. Je vais faire un classement, ouais, c'est pas faux, parce que Thomas m'a envoyé et moi je suis pas ton chouchou, donc voilà, je te le dis. Et puis moi. Je sais pas, je vais rester sur les gars. Bah écoutez, cette semaine je vais faire un classement. Allez. Voilà. C'est parti, messieurs. Allez, c'est parti. Lorelai, tu as le choix ce soir. C'est toi qui prends le pouvoir pour le premier débat. Donc, écoute bien. PLM, ce trio tiendra-t-il sur le podium jusqu'à la fin de la saison? Ou Rennes ne peut pas jouer dans les 3 premiers, selon Antonetti, manque d'ambition ou agacement? Écoute, moi, franchement, j'ai beau adorer Antonetti, j'ai quand même prendre le premier choix. Je pense qu'on peut pas débattre sur le premier. Ah, très bien. Écoute, Xavier va être content. Alors, est-ce qu'il attendait que ça depuis le temps qu'il propose ce débat avec nous? Écoutez, c'est parti pour ce premier débat. PLM, ce trio tiendra-t-il sur le podium jusqu'à la fin de la saison? Bien sûr, Paris, Marseille, Lyon. Actuellement, on sait tous, hein, c'est les Lyonnais qui sont devant. Deuxième, Paris Saint-Germain et troisième, Marseille. Donc, première question pour toi, Lorelai. Ces 3 équipes sont favoris pour le podium. Alors,
clairement, on peut que les voir sur le podium cette année. Ces trois clubs, c'est jusqu'à la fin. C'est compliqué. Écoute, tu connais la Liga, c'est ça qui fait son charme, c'est que ça peut être les favoris, mais pas forcément on va dire les trois finalistes. Donc pour l'instant, il est bien parti, mais malheureusement, vu on va dire l'inconstance des équipes à l'heure actuelle en Ligue 1, tout est totalement possible comme chaque année en Ligue 1. Donc comme l'année dernière avec Montpellier, je ne doute pas qu'une équipe outsider puisse remonter et peut-être pas prendre la tête, en tout cas un petit peu dérégler ce tri peut-être. Donc après moi le cœur part et je suis pour l'OM, donc bien sûr j'ai envie de les voir finir dans les trois premiers, mais après au vu de prestation par exemple de ce week-end, tout est possible. Tu vois ce que je veux dire, mais on n'est pas de meilleur comme du pire. C'est vrai que ce week-end a été autant avec Paris et Marseille assez chaotique. Et ça remet en cause, ça pourrait être en cause leur première place. Mais bon, ça c'est la Ligue, hein, quoi. Tout est possible jusqu'à la dernière journée, malheureusement. C'est la Ligue, c'est clair. Alors messieurs, peut-être Flo, peut-être réagir là-dessus. Vas-y. Alors, pour moi, c'est effectivement, comme elle le disait un peu, c'est que l'inconstance des clubs en Ligue 1 fait que le classement on pourrait dire ça va bouger jusqu'à la fin de la saison, etc. Mais si on prend déjà les trois clubs dans l'ordre, alors sincèrement Paris doit finir premier, c'est même une obligation. Alors donc sur le podium, c'est une certitude pour ma part. Lyon, je pense que ça peut dépendre du mercato, parce que voilà, s'il y a des joueurs qui partent, a priori il y aura un des deux, soit Gomis, soit Lisandro qui pourrait partir. Ça va dépendre comment les choses vont se digérer, mais pour moi Lyon doit finir sur le podium. Et Marseille, c'est un peu, j'allais dire, c'est pas une énigme, mais bon, c'est surtout par rapport aux équipes qui sont derrière, qui sont un peu, je vais pas dire à la ramasse, mais qui ont beaucoup de mal à suivre la cadence. Bordeaux perd pas. Bordeaux, ils ont perdu que 2 matchs, mais bon, ils ont fait 11 matchs nuls. Je crois que c'est leur record en Europe. Après, il y a Nice. Nice sur le podium. J'ai un petit peu plus de mal. Rennes, on n'en parle pas avec. On sait bien ce qu'a dit Frédéric Antonetti. Voilà, bon, pour moi, le podium, il est fait pour moi. À mon avis, ces trois équipes, je miserais une place là-dessus. Ces trois équipes seront sur le podium. Alors pour vous les gars, ça y est, c'est fini, on peut finir la Ligue 1. Xavier, moi, si on finit aujourd'hui, c'est bien, Lyon est champion. Hein. Ouais, ça vous savez. Mais Xavier, pour toi, c'est clair aussi. Les trois favoris sont là, en haut du classement jusqu'à la fin. Disons que je vais un peu rentrer dans Flo, comme il m'a dit l'autre fois que j'avais été bon pour une fois, j'avais pas dit que des conneries. Et je vais essayer d'être bon aujourd'hui aussi. D'ailleurs, on avait fait on avait fait ce débat là un petit peu, Jordan. Hein, je sais pas si tu te rappelles. Et justement, le problème, c'est comme a dit Lorelai, c'est que par rapport au match qu'a fait Marseille là à Sochaux, là on va peut-être faire un bilan là après ce week-end. Ça se trouve le week-end prochain, on aura dit des choses différentes, parce que Marseille, c'est ça, on a toujours l'impression qu'ils vont commencer à rentrer dans le rang, et puis il y a un coup où ça va mieux, ils remontent un peu. Maintenant, moi Lyon, comme tu dis, Flo, ça dépend qui perd, parce que s'ils perdent Gomis ou Lisandro, en plus ça sera pas pour reprendre un autre joueur, je pense pas, ça risque d'être dur pour eux. Maintenant, comme tu dis, le problème, c'est la gestion de la Coupe d'Europe aussi après, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, t'as Paris, bon, c'est clair qu'ils sont quasiment obligés d'être champions et d'être sur le podium. S'ils y sont pas, là, c'est à plus rien comprendre. Moi, Lyon, je pense aussi, mais c'est marrant, Marseille, c'est la seule équipe, et déjà l'autre fois, j'ai un petit doute sur eux, parce que je me demande est-ce qu'ils vont pas, parce que depuis le début de saison, ça tient un peu, ils arrivent toujours à revenir, mais est-ce qu'à un moment, il va pas y avoir un coup de mou? Et je regardais, derrière, ouais, t'as Bordeaux, t'as Nice, t'as Rennes, c'est vrai qu'ils sont pas très réguliers non plus. Et moi, Marseille. C'est le gros problème de ces équipes-là qui sont derrière notre trio de tête, c'est que vraiment on les voit bien pendant 2-3 semaines, et puis après on les voit faire des contre-performances. On sait pas trop pourquoi. On voyait bien il y a quelques
dans Saint-Etienne faire quelque chose. Maintenant, Valenciennes aussi, mais les attaquants de Saint-Etienne ne marquent plus, on sait plus pourquoi. Valenciennes, c'est un petit peu pareil, ils ont eu des contre-performances. Je pense aussi à Toulouse, là c'était un peu la même histoire, ils ont fait des matchs de fou, notamment contre Lyon, et derrière ils ont enchaîné des piètres matchs, et voilà. Là en ce moment, on voit plutôt Nice qui commence à se découvrir, ils mettent 5-0 le week-end dernier, on se demande pourquoi d'ailleurs, et ça se trouve dans 3 semaines, Nice ils feront plus rien non plus, donc c'est vrai que cette irrégularité. Ouais, mais faut avouer que ils sont attendez, pas mal, monsieur, Nice, Lorelai, cette saison. Lorelai, vous voulez intervenir, monsieur, après. Ouais, je vais intervenir sur Nice parce que c'est quand même le club de ma ville où je suis né et je la connais un peu par cœur, cette équipe, du fait que j'ai pas mal d'amis qui y jouent maintenant. Je les trouve, moi qui les depuis des années, je les trouve très constants cette année. Pour une équipe qui revient de loin quand même, l'année dernière, c'était vraiment pas ça du tout. Et je les trouve depuis le début de la saison assez constants. Alors bien sûr, on gagne pas tout le temps, mais je les trouve vraiment constants. Et tout ça se doit quand même à Claude Puel. Faut pas démentir sur ça. On l'a craché beaucoup dessus quand il était à Lyon, mais son arrivée à Nice, ça fait beaucoup de bien. Et je les vois vraiment tenir la route comme Nice a pu le faire pendant les années Antonetti. Et peut-être pas le podium. Mais bon. Oui, non, mais de là à dire ce podium. Non, attention, non, du tout, ni sur le podium. Bon, écoutez, là, je cours à poil au milieu de la durée, quoi. Ouh là là. Faut jamais dire ça. Faut jamais dire ça parce que moi, j'avais dit un jour, si Gabriel Heinze, il signe à l'OM, je fais le tour d'où je travaille à poil. Les gens l'ont pas retenu, j'ai eu de la chance sur ce coup. Xavier, écoute, on va renvoyer un petit message à ton patron qui va le savoir. Alors, messieurs, on prendra des photos. C'est vrai, moi, Nice, ils sont pas mal cette saison. Et c'est vrai, après, on voit Rennes, on voit Bordeaux. C'est ces deux-là que peut-être ils pourraient revenir parce qu'après, ça, ils sont un peu loin, hein, les autres, hein. Je regardais Lille et Montpellier, ils sont quand même assez loin. Mais, Montpellier sur le podium 2 ans d'affilée. Alors, mais, messieurs, j'entends plus personne. Si. Ah oui, d'accord, ok. J'ai coupé tout le monde, c'est pour ça, pardon. J'aimerais entendre Jean-Michel justement sur ça. Donc pour toi, c'est trois, on entend tout le monde, hein, c'est quasiment les trois clubs qui vont rester sur le podium. Pour toi, c'est pareil? Bah non, parce que moi je vais rester fidèle à ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Quand je disais que je voyais pas l'OM sur le podium parce que pour moi l'équipe présente trop d'incertitudes. Elle manque de constance. Alors ils ont une chose pour eux, c'est que maintenant il y a une absence de Coupe d'Europe, donc ils vont passer sur un rythme d'un match par semaine. Et puis aussi le retour d'un blessé comme Souley Diawara. Alors attention, même s'il est super important pour le groupe, quand on revient d'une blessure aussi longue, c'est pas évident de retrouver le tempo de sa saison sur la durée. D'autant oui. Si je peux juste me permettre par rapport à Diawara, sur les derniers matchs qu'il a fait, alors il me semble que à chaque fois qu'il a été titulaire depuis le retour de sa blessure, Marseille a pris des tôles. Ils ont pris 4-1 face à non, je suis désolé. C'est vrai qu'ils ont pris 4-1 face à Lyon, ils ont pris après 3-0 face à Lorient. Et puis là, ils ont pris donc 3-1 à Sochaux. Maintenant, à sa décharge, j'ai du mal à comprendre aussi pourquoi. J'entendais un débat hier. J'ai du mal à comprendre pourquoi une équipe pourquoi Diawara, en revenant d'une grosse blessure comme ça, a enchaîné tout de suite tous les matchs. Parce que bon, en plus, il a plus 20 ans, quoi. Je veux pas être méchant. Puis le petit Mendes, a priori, a l'air de s'en sortir. Mais je crois parce que le problème, c'est que quand on arrive, comme vous le dites, à cet âge-là, avec l'expérience qu'il a, avec le nombre de titres qu'il a pu gagner que ça soit avec Bordeaux ou avec l'OM, je pense qu'Elie Bob se dit que plus que le joueur et ses qualités intrinsèques, psychologiquement, il apporte énormément au groupe parce que il y a des joueurs qui ont traversé des périodes de doute et de savoir qu'il y a entre guillemets un joueur expérimenté derrière fait que c'est un cadre, c'est un leader, c'est un leader de vestiaire. Exactement, vous remettez beaucoup moins de temps à retrouver votre niveau quand vous êtes dans une période de doute. Donc je pense que même si Souley n'est pas à 100% sur ses performances individuelles, psychologiquement il apporte ce qu'il doit apporter au quotidien à son groupe, quoi. Et puis à voir aussi au mercato parce que bon, ils vont perdre Loïc Rémy, mais c'est vrai qu'il jouait pas beaucoup. Là, c'est quasiment fait, presque officiel. Et il me semble, Jean-Michel, tu disais tout à l'heure en off. Ouais, et à savoir s'ils vont prendre d'autres joueurs. C'est fait, ouais. À savoir après, ils ont qu'à dire aussi, Cassini, là, qui va revenir donc juste après la CAN. Pour moi, c'est une bonne recrue aussi, hein.
Ouais, mais je me demande quand même si Kadir, il va déjà qu'à Valenciennes. Moi, c'est un joueur que bon, je trouve très bon, je trouve qu'il est très talentueux et tout ça. Mais T'as il peur est qu'ils plus. franchissent pas le palier, quoi. C'est pas Bah, évident. le truc, c'est qu'il est plus tout à fait très jeune. Et déjà à Valenciennes, il était loin de jouer tous les matchs, alors que pour moi, c'était quand même un des meilleurs joueurs de Valenciennes. Je me demande si à Marseille, il va être vraiment titulaire régulièrement ou si ça va être un joker un petit peu comme c'était à Valenciennes, quoi. De toute façon, à mon avis, ce sera plutôt. De toute façon, je pense pas qu'il va arriver et puis être titulaire tout de suite. Il y a déjà Elibo va pas non plus tout changer pour le mettre sur le terrain. Maintenant, pour en revenir justement, on disait que a priori les interrogations sont sur Marseille. Moi, je disais Marseille pour moi Si devrait Lyon finir perd sur le pas podium. du joueur. Non Si mais perd non pas mais ce- Marseille Ouais. doit finir. Marseille pour moi finirait sur le podium. C'est surtout par rapport en fait j'allais dire à la faiblesse des équipes qui sont derrière. Enfin, Parce peut-être que pas faiblesse, irrégularité. sans dire sans dire faiblesse, mais voilà, une équipe comme Bordeaux, c'est une équipe solide. C'est une équipe mais c'est une équipe défensivement qui est Bah, défensive. solide quand ils mettent 5 défenseurs, justement. Mais après, Non mais voilà, le problème c'est que devant ils ont que Gouffran qui est tout seul. Je veux dire comme je disais tout à l'heure, j'ai entendu ces statistiques, c'est l'équipe en Europe qui fait le plus de matchs nuls avec Stoke, je crois, ou un truc il me semble. Ils ont 11 matchs nuls en 20 matchs. Donc je veux bien tout ce qu'on veut. Donc Bordeaux sur le podium pour moi ce serait pas logique. Et Après puis, il y a Rennes. Jean-Michel, toi, tu vas pas à Marseille, tu verrais qui, toi, sur le podium plus, alors? Voilà, c'est ça surtout. Bah moi je verrais une surprise. Là on entame seulement les matchs retour. Je pense qu'on en saura un petit peu plus sur le courant du mois de mars parce qu'on sait aussi que tout à l'heure j'entendais parler de Nice, que je suis un petit peu. Il faut un championnat très cohérent. Maintenant il faut voir aussi par rapport à l'effectif que toutes ces équipes ont, comment elles vont pouvoir aborder un sprint final quoi. Quand vous arrivez à 10-12 matchs de la fin, la peur de gagner peut aussi vous envahir et c'est pas évident à gérer. Donc moi je vois une surprise. Après laquelle je sais pas. Ça c'est la. Il faut se dire aussi que les trois clubs sont pas tout à fait dans la même situation quoi. Le PSG c'est ils l'ont affiché, c'est le titre ou rien quoi. L'OM et Lyon, une qualification en Ligue des Champions, enfin, surtout pour l'OM, ce serait extraordinaire. C'est primordial. Ouais, mais c'est primordial pour les finances. Ça faut ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on résume seulement par rapport aux finances, c'est primordial pour Lille aussi, quoi. Parce que, bien sûr. le problème, c'est qu'il y a que 3 places, quoi. Donc, si on considère Maintenant, il y a quelques temps en arrière. Vite fait les gars, juste avant. Ouais, il y a quelques temps en arrière. Après, juste. Julien, est-ce que t'as quelques petites réactions Twitter, je te prends de court peut-être, mais non, tout à fait. J'attendais le bon moment, effectivement. Merci. Jérémy Batet qui nous dit donc concernant la question de savoir si ces 3 équipes vont rester sur le podium, il pense que oui, qu'ils ont trop d'avance pour l'instant et que derrière effectivement c'est pas terrible et pas très régulier. Et il pense également. Marseille. Ils ont 6 points d'avance sur Bordeaux, Rennes et Nice, 6 points. Ouais, c'est encore relatif, c'est encore, ouais. C'est vrai que c'est encore mais il faut encore que ces 3 équipes puissent rattraper ces 6 points, quoi. Ouais, voilà. Automatique, ouais. Et une autre réaction? Et toujours Jérémy nous disait concernant le PSG qu'effectivement au vu des dépenses qu'ils ont fait et donc au vu de l'effectif qu'ils ont effectivement comme disait Jean-Michel je crois pas le choix, ils sont dans l'obligation de remporter le titre, voilà. Et attendez, il y en a une qui vient de tomber. Eh ben vas-y. Jérémy toujours parce que je posais la question sur Twitter de savoir si selon le cher Twittos il y avait d'autres équipes qui pouvaient éventuellement accrocher le podium. Et donc Jérémy miserait une pièce sur Rennes quant à lui. Ah ouais, mais bien sûr ça je supporte à Rennes. Donc vas-y Flo, termine. Je disais que je vous rappelle qu'il y a quelques temps, à l'époque où on avait reçu José Saez, le joueur de Valenciennes, on avait parlé justement, Valenciennes était à l'époque en pleine bourre, tout comme Saint-Étienne, et c'est vrai que moi j'avais dit qu'effectivement une équipe comme Saint-Étienne, dans la forme qu'ils étaient, ou Valenciennes, mais plus sérieusement Saint-Étienne, me paraissait un candidat possible à la 3e place. Non, mais comme a disait Lorelai tout à l'heure, ça va tellement vite en Ligue 1. Voilà, et le truc, et je pense qu'une équipe comme Nice
actuellement donc est en pleine bourre. Ils ont quand même marqué, ils ont une grosse attaque. Hein, ils ont quand même marqué 31 buts. Ils ont perdu que 4 ils ont fois. pas une grosse attaque, ils ont Vitanic. Non, ouais, mais bon, non, mais je veux dire, non, mais ils ont quand même, non, mais ils ont une attaque prolifique, j'allais dire, voilà. Et ils ont perdu que 4 matchs, donc ils ont pas non plus perdu beaucoup. C'est une équipe qui est sympa à avoir joué. Maintenant, je pense qu'il reste encore 19 ou 18 matchs. Et ça va être, je les vois pas finir en boulet de canon et finir sur le podium, à moins que Marseille craque. Mais de toute façon, pour moi, la seule incertitude possible sur le podium, ce serait Marseille. Lyon et Paris finiront dans les 3 premiers. Ouais, mais comme je te disais, si Lyon, ça dépend aussi qui vous perdez. Et d'ailleurs, moi, je voulais juste, après, Christopher, je sais que tu redonnes la parole à Lorelai, mais je voulais juste interpeller Flo. Tu comprends, toi, que là, qu'en plus, Lyon leader, bon, c'est peut-être pas de là à jouer le titre, je sais pas, mais bon, prendre le risque de garder cette équipe-là et puis de finir au moins sur le podium, donc avoir des rentrées d'argent, voire à être champion. Tu comprends, toi, le système, il y a autant de soucis financiers à Lyon de vendre un joueur comme ça? Non, mais de toute façon, non, mais ça, c'était a priori, c'était prévu à la base. Déjà de longue date, de toute façon de dégraisser. Il y a eu beaucoup de départs. Okay, ça s'attendait pas à une bonne saison comme ça là. Voilà, j'allais dire effectivement, ça, d'ailleurs même du côté de Lyon, ça surprend quand même pas mal. Maintenant, je crois que le problème qu'il y a, c'est qu'à priori, j'ai l'impression, il y a aussi quand même un petit sans vouloir dramatiser, mais il y a l'air d'avoir quand même un petit problème avec Lisandro qui il a rendu son brassard. En disant, voilà, a priori, ça fait quelque temps qu'il demandait à Rémi Garde de plus être capitaine parce qu'il voulait se concentrer sur son jeu, mais il a jamais caché son envie, qui est de dire que son poste c'est avant-centre, qu'il voulait jouer avant-centre. Le problème, c'est qu'à Lyon, actuellement, il y a un joueur qui s'appelle Gomis qui fait, je crois, sa meilleure saison depuis qu'il est à Lyon et qui est, à mon avis, indiscutable au poste d'avant-centre. Et puis voilà, et puis Lyon est pas une équipe qui joue en 4-4-2, on l'a encore vu à 3, le dernier qui a essayé d'imposer ce style, c'était Alain Perrin, il est resté qu'un an. Donc voilà, Lyon est pas une équipe pour jouer avec 2 attaquants de pointe. Et donc voilà, à mon avis, il y a un choix. Si un des attaquants doit partir, j'ai peur que ça puisse être effectivement Lisandro. La plus grosse perte, ça serait qui, toi? Franchement, c'est moi personnellement sur ce qu'il apporte actuellement, Gomis me paraît plus indispensable. Maintenant, Lisandro, on a vu ce qu'il a fait quand même depuis qu'il arrive à Lyon. Il a quand même, c'est quand même un joueur de classe internationale. Et puis là, surtout, il a du mal parce qu'il revient de blessure, qui a été blessé, et puis qui joue pas à son poste, surtout, voilà quoi. C'est vrai que s'il y a un joueur, s'il y a un des deux joueurs, je finis là-dessus, Chris. S'il y a un des deux joueurs qui doit partir, que ce soit Gomis ou Lisandro, et si l'attaquant qui reste vient se blesser, le seul attaquant valable après c'est le petit Benzia. Il a du potentiel, etc. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais bon voilà. Hein, oui, c'est un petit jeune, c'est vrai. Donc on a beaucoup parlé de Lyon là. On va revenir un petit peu sur. Non mais c'est vrai, faut l'avouer là à l'instant. Non mais on va repartir un petit peu sur. On va repasser en revue les 3 clubs. Donc on va parler un peu de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Lucas Moura, Ibrahimovic, Thiago Silva et j'en passe encore d'autres. On les voit, on peut pas les voir descendre du podium. Lorelai, pour toi, c'est impossible que Paris descende du podium. De toute façon, non. Déjà du podium, c'est juste impossible. Et de toute façon, comme c'était plutôt avec les moyens qui a été mis en œuvre depuis maintenant 2 saisons, cette saison-là, il est juste hors de question pour eux, en tout cas, qui ne terminent pas premier. Le fait étant, ils ont quand même des joueurs, voilà, ils ont eu la crème de la crème cette année. Ils ont réussi à faire un recrutement, comment dire, au-delà de la Ligue 1, merveilleux. Je veux dire, c'était impensable il y a quelques années encore. Il y avait des joueurs pareils en Ligue 1. Pourtant, le premier match où on s'est retrouvé, c'était contre la Lazio et c'était lamentable. Au point de vue jeu et rentabilité de joueurs de Franck. Donc, rien n'est impossible. Mais pour eux, en tout cas, non, c'est sûr. Ils peuvent pas ne serait-ce que deuxième. Mais ils l'ont déjà fait l'année dernière. Bon, maintenant, on a Ibrahimovic, on a des grands noms, et c'est vrai que ce match, toujours, voilà, ça t'oblige à être en premier. Après, c'est peut-être le cœur qui parle aussi, hein, mais en tout cas, non. Niveau, tous les investissements qu'ils ont fait, non, ils ne peuvent pas se permettre d'être, peut-être autre chose que le premier.
D'accord. Mais c'est vrai que ça reste assez compliqué Ajaccio. Alors moi je vais te poser une question aussi sur Paris encore. Est-ce que à chaque fois que ces clubs jouent contre Paris, ils jouent une finale? Faut être clair. Ils jouent leur fille, quoi. Donc, forcément, enfin moi de ce que je vois, c'est que oui, quand c'est des équipes de milieu ou de bas de tableau, mais ils jouent le tout pour le tout à chaque fois. Ils vont à la guerre. Ils vont à la guerre à chaque Et fois. c'est compréhensible que Paris puisse perdre aussi contre des joueurs qui sont à 200% pour ce match-là. Non, alors pour moi, personnellement, ce que je vois, le problème, je le prends à l'inverse, c'est que j'ai l'impression que, et c'est la mentalité parisienne, qui existe depuis plusieurs années, et je la trouve assez pourrie, désolé pour les supporters du PSG. S'ils affrontent cette équipe, ils jouent à plein régime, à 50% de leur capacité, parce qu'on pense avoir des brels en face. C'est quand même ouais. Pour moi, c'est ça, le problème est inverse. C'est Paris qui se dépasse. Ouais, ils jouent pas à fond, on a compris. Ils jouent pas à fond, ils pensent avoir déjà gagné, avant même d'avoir commencé le match. Ça, c'est peut-être pas faux, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, cher chroniqueur, qui veut enchaîner? Vas-y, Flo. Ouais, non, le PSG, pour moi, c'est quand même, enfin, je veux dire, Paris, normalement, on disait en début de saison, c'était censé être la locomotive du championnat de France. Normalement, tout le monde disait, ouais, le PSG va dominer, ils vont avoir 15 points d'avance à la trêve, etc., et tout. Bilan, ils sont deuxième du championnat. Enfin là, bon, ils ont été champions d'automne à la différence de but. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que cette équipe a quand même des signes, je vais dire, de suffisance. Je trouve par moment, il y a un manque d'engagement, il y a de la qualité technique, ça c'est indéniable. Techniquement, c'est l'équipe qui est largement en dessus de tout le monde. Je veux dire, il y a même pas photo. On prend les postes un par un, au milieu de terrain et en attaque. Voilà, c'est super à tout le monde. Le problème, à mon avis, c'est dans la tête. Je veux dire, il y a de la suffisance dans cette équipe-là, et c'est ce qui pourrait les empêcher, j'allais dire, c'est ce qui pourrait les empêcher d'être champions. Maintenant, voilà, je pense que si de toute façon ils ne sont pas champions, c'est clair et net que Ancelotti et Leonardo, je pense qu'ils peuvent plier bagage. Et voilà, mais Paris, de toute façon, Paris finira sur le podium. C'est clair et net dans les deux premiers et normalement champion. Mais il y a un problème de suffisance. Voilà. Il y a un peu de suffisance, ça un peu beaucoup, oui. Ouais, enfin un peu beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est légitime quand même à partir du moment où tu gagnes tous tes matchs tous les week-ends et tout. Je veux dire, tu peux pas être à 100% dans ta tête tous les week-ends. Non, je suis désolé, tu peux pas dire en plus qu'ils gagnent leur match. Ils ont gagné 11 matchs sur 20. Je suis désolé. Voilà, sauf s'ils gagnaient tous les matchs au la main, mais c'est pas le cas parce que regarde la preuve, qui aurait dit que Lyon et Marseille ils tenaient tête à Paris. Il y a même Lyon qui est devant maintenant, tu vois. Mais pour la suffisance, je suis d'accord à ce que vous dites. Et de toute façon, c'est ça le souci. Malheureusement, c'est devenu. Moi, j'ai quelques soucis avec cette équipe depuis quelques mois, depuis déjà par rapport au niveau des supporters. Donc ça, j'en parle assez souvent. Et par rapport à l'histoire, quoi. Quand j'entends Ibrahimovic qui vient et qui dit on va construire l'histoire du PSG, alors qu'il y a quand même une histoire avant. Il y a des joueurs, oui, qui arrivent là, qui disent que c'est le club de leur cœur, mais t'as pas l'impression quand ils sont sur le terrain qu'ils se défoncent. Puis je sais pas, il y a beaucoup de stars qui sont là. Il y a une belle équipe quand même. D'avoir autant de joueurs à Paris, ça fait rêver, des bons joueurs quand même. Mais ouais, on a du mal. L'année dernière déjà, c'est quand même un petit flop. On disait c'est un truc, ils refont quand même une belle équipe. Et moi, sur le truc, je pense qu'ils vont peut-être être champions parce que peut-être que c'est un peu moins fort sur le banc à Lyon et à Marseille, mais ils survolent pas le championnat. Au mois de décembre, ils ont fait un bon mois de décembre, où ils ont bien relevé la tête. On a l'impression que c'est un peu irrégulier. Ouais, qu'ils prennent un peu. Je sais pas s'ils prennent les autres équipes de haut des fois, ou que certains joueurs sont un peu suffisants. C'est bizarre, on a du mal à les cerner. Ouais, mais écoute, ça se fait pas, je veux dire, ça se fait pas tout seul. Tu peux pas prendre une équipe avec des stars et puis les mettre tout d'un coup et puis ça va marcher. On en a vu tellement des équipes qui avaient des super bons joueurs, des individualités géniales et qui arrivaient rien à faire ensemble. Je pense par exemple aux Pays-Bas, la dernière Coupe du Monde, c'était du grand n'importe quoi, alors qu'ils avaient sur le papier une des meilleures équipes de la Coupe du Monde. Je veux dire, moi je m'attends pas forcément à ce qu'ils gagnent tous les matchs parce que cette politique de recrutement à tout va et le fait de changer 10 joueurs sur 11 à chaque mercato estival, je pense pas que ça peut faire en sorte qu'une équipe joue bien dans une saison. Là, en disant ça, t'as l'exemple Manchester City. Voilà. Tout à fait, c'est pareil, voilà. C'est pareil. Non mais le problème, autant l'an dernier, c'était que ça pouvait se comprendre effectivement. Paris finit deuxième. Voilà, Ancelotti arrivait en cours de saison, le temps ça s'adapte, etc. Qu'il mette en place son style et tout. D'ailleurs, moi, j'attends toujours son style. Ça fait 1 an et demi qu'il y est. J'attends toujours de voir.
Mais voilà, je veux dire, t'as des joueurs, la Ligue 1 a quand même pas un niveau technique aussi énorme que ça. Je veux dire, quand tu vois les joueurs qu'il y a, s'ils avaient un engagement, s'ils avaient, je vais être méchant presque, mais s'ils avaient entre guillemets du respect pour les équipes qu'ils affrontent, normalement ils devraient se défoncer à chaque match. Et moi, c'est pas l'impression que j'ai. Je suis désolé. Il y a autant autant un joueur peut passer à côté d'un match de temps en temps. C'est normal. C'est humain, c'est logique. Mais bon, là, quand tu vois certains matchs où ça traîne la patte, où t'as l'impression qu'en fait, voilà, ça avance pas, ils attendent un éclair de génie. Je suis désolé, c'est pas ça. Moi, avant de donner, je vais laisser la parole à Jean-Michel, Voilà, quand tu voulais. Très bien. Maintenant, je suis d'accord avec ce que dit Julien. Je crois que bon, la première année, tu construis, t'amènes des vedettes. Après, tu peaufines un petit peu, t'apportes des retouches à droite à gauche. Et ouais, on a l'impression que ça a bien recruté encore. Bon, les joueurs qui sont arrivés cette année, c'est pas mal. Mais c'est vrai que t'as du mal tu vois, l'équipe elle survole pas. Et moi, je sais que j'ai par exemple des amis, eux qui retournent au Parc des Princes et qui me disaient, ils avaient l'impression des fois que qu'en Ligue des Champions, il y a une motivation et qu'en championnat, ils ressentaient moins ça. Donc c'est un point de vue de supporter. Hein. Peut-être que c'est pas la vérité, mais c'est vrai que c'est la sensation que ça donne. Et de toute façon, c'est clair que s'ils sont pas champions, ça va couiner à mon avis. Mais de toute façon, moi je pense que Leonardo et j'allais dire Antonetti et Ancelotti, moi ça m'étonnerait qu'ils finiront la saison, mais je pense qu'il va y avoir du changement au niveau de l'entraîneur. Moi. Oula, des exclus. Et toi, non, aucune exclue, mais tu sens pas ça? T'as pas l'impression? Non, pas plus que ça, mais c'est vrai qu'à la fin, moi je suis assez d'accord avec. À la fin, je suis d'accord avec Xavier. S'ils sont pas champions, Ça arrive. il va sauter ça. Ça c'est sûr, s'ils sont pas champions, il va sauter. Oui, ça c'est sûr. Jean-Michel, petite réaction justement sur Paris, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, donc j'aimerais bien que. Oui, moi je pense que le PSG va être champion. Maintenant, je voudrais revenir sur un point que tout le monde a évoqué quand on parle de suffisance. Moi je pense qu'elle est, oui, effectivement peut-être là, mais qu'elle est inconsciente. Je m'explique, dans le sens où on a tendance à galvauder ce statut de grand club en Europe. Être un grand club, ça se construit. On ne devient pas grand club du jour au lendemain. Et quand j'entends certains commentaires qui tendent à dire que soit des supporters parisiens, soit parfois de quelques membres à l'intérieur du club, comme quoi les équipes viennent à chaque fois jouer contre le PSG avec l'intention de jouer le match de leur vie. Mais c'est ce qui me fait dire qu'on n'est pas encore un grand club, parce que j'entends pas, pour être amené à voyager assez souvent à l'étranger pour aller regarder des matchs, j'entends pas ces commentaires quand United joue, j'entends pas ces commentaires quand le Bayern joue, j'entends pas ces commentaires quand le Barça joue, parce que lorsque vous avez une confiance en vous, lorsque vous savez que vous êtes capable entre guillemets de piétiner l'adversaire chaque week-end, la différence. Voilà, je vois dans l'effectif que le PSG a cette saison, il y a beaucoup de très bons joueurs, mais combien de joueurs ont cette habitude de jouer des gros matchs tous les week-ends, de jouer à Ligue des Champions tous les ans depuis 5, 6, 7 ans, comme c'est le cas à Barcelone, comme c'est le cas à Milan, comme c'est le cas au Bayern, comme c'est le cas à Madrid. Cette année, dans l'effectif, vous regardez bien, il y a Thiago Silva, Thiago Motta, parce qu'il a 2 Champions League, il y a Ibra. Mais après, beaucoup découvraient la Champions League malgré le potentiel qu'ils ont. Donc c'est pas évident de mettre le PSG sur le même pied que certains grands d'Europe, et ça enlèverait leur qualité. Et Jean-Michel, d'ailleurs, toi qui as joué à Paris, de toute façon, ça a toujours été un peu le cas. Hein. Quand tu viens au Vélodrome ou au Parc des Princes, c'est souvent les équipes font le match de leur vie. Et voilà, gagner à Paris, c'était toujours quelque chose, même si ces dernières années c'était assez facile de venir gagner au Parc des Princes, malheureusement. Et mais tu penses pas aussi, c'est que par rapport à la tactique en France, comme ça joue vachement tactique, un peu défensif, et ils sont peut-être pas habitués à ça, et comme tu dis dans les autres championnats, ça fait la différence, parce que peut-être les équipes qui viennent jouer par exemple le Bayern, le Real ou autre, ils jouent le jeu, alors qu'en France on joue un peu la défense avec une contre-attaque. Regarde en Italie, Xavier. Oui, je pense même pas que ça soit vraiment ça, parce que en Italie déjà tactiquement c'est x10 par rapport à ce qu'on fait nous, et puis surtout je pense que c'est vraiment un problème d'intensité, et d'ailleurs on le retrouve souvent sur les analyses de match de Monsieur Ancelotti. Il parle d'un élevé à votre adversaire,
il y a un moment donné où il craque. On le voit avec le Barça, on le voit avec Manchester. Les équipes, elles font tout ce qu'elles peuvent, mais au bout d'une heure, elles ont la langue par terre parce que c'est pas évident de s'accrocher à Wayne Rooney, à Van Persie, à Messi, à Xavi pendant 90 minutes. C'est pas humain. À chaque fois que le PSG a été capable de mettre de l'intensité dans ses matchs, ils ont gagné par 3 ou 4 buts d'écart. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont capables de se faire cette violence est-ce qu'ils sont pas capables de se faire violents? Ça, c'est autre chose. Puis on peut se demander aussi un mec comme Lucas Moura qui arrive, là direct, il est titulaire et ça met certains joueurs sur le banc qui sont là depuis le début de saison. Pour ton vestiaire, c'est peut-être pas super. Hein. Enfin, je sais pas. Après, ça c'est une gestion. Hein. Oui, voilà, ça en même temps, tous les joueurs qui sont là, bon, je vais parler de Jérémy Ménez parce que c'est lui qui a pas débuté contre Ajaccio. Jérémy Ménez, il a joué à la Roma, il sait que oui, ça va, il y a concurrence. Voilà, ça fait partie du statut ça fait partie de ton train quotidien alors que tu évolues dans un grand club. Maintenant, moi pour revenir sur Lucas Moura, je l'ai vu faire de belles choses contre Ajaccio, mais moi le révélateur d'une grande équipe, c'est toujours ses joueurs cadres. La capacité que vont avoir ces joueurs cadres dans les gros matchs, là on va en avoir un contre Valence en Champions League, à sortir leur niveau pour amener l'équipe au plus haut, quoi. On le voit dans toutes les grandes équipes, les grands joueurs arrivent toujours à sortir leur football dans les grands matchs. Donc moi j'attends contre Valence, j'attends Mota, j'attends Jérémy Ménez, j'attends tous les joueurs d'expérience qui ont un petit vécu ou un gros vécu pour certains, et c'est vraiment là que je pourrais juger le PSG, quoi. Pour ma part, juste si je peux juste rajouter un truc, juste effectivement, moi par rapport à ce que dit Jean-Michel, je suis assez d'accord avec lui. Maintenant, pour ma part, je trouve qu'on reconnaît les grandes équipes, surtout non seulement dans les grands matchs effectivement européens comme ce sera le cas à Valence, mais surtout on reconnaît les grands joueurs dans l'enchaînement, dans les matchs après. C'est après tu vas jouer à Valence, tu vas jouer à Manchester, et le week-end d'après tu vas jouer à Brest, tu vas jouer à Ajaccio, et la manière dont tu vas te comporter dans ces matchs-là, si tu arrives à être aussi motivé en jouant face à ces petites équipes qu'en jouant les grands matchs de Coupe d'Europe, là ça prouve que tu es un grand joueur. Et Paris n'a pas encore ça, n'a pas encore cette culture-là. Alors, messieurs, j'ai très bien, on va finir là-dessus. Je suis désolé de vous couper, on pourrait continuer encore des heures. J'ai un petit privilégié qui lui m'envoie des réactions. Hein. Pour lui, il s'appelle Tom. Hein. Pour lui, Lyon et Marseille ne peuvent pas financièrement être champions avec leurs finances de stade. Paris est le seul à pouvoir actuellement à être champion. Voilà, et on reconnaît une grande équipe dans l'adversité. Voilà ce qu'il en pense de tout ça. Allez, on passe. C'est parisien, ça. Non. Tom, ça te dit rien, Tom? Thomas. C'est numéro 2. Allez, messieurs, on enchaîne sur le deuxième débat. Encore le Ballon d'Or, encore à Messi et l'équipe type de la FIFA 2012. Issu 100% de la Ligue espagnole. Est-ce que ce choix vous plaît ou non? Alors, est-ce que toi, Lorelai, premièrement sur le type, hein, sur l'équipe type de la FIFA, hein, est-ce que ce choix te plaît? C'est toute la Ligue espagnole qui a été mise dans l'équipe type. Ouais, j'ai vu ça. Mais écoute, que ça me plaît, oui et non. On va dire que la Liga est quand même, on va dire que c'est le championnat pour moi. À mes yeux le plus fort, mais pas forcément le plus intéressant, en tout cas le plus fort. Maintenant que de là à faire une équipe entièrement avec des joueurs évoluant en Espagne, c'est une autre histoire, et dans ces cas-là, je pense qu'il aurait peut-être, on aurait pu aussi mettre quelques joueurs d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie, parce qu'il y a des très bons mecs qui ont fait une saison remarquable. Et ouais, non, comment te dire, c'est un peu trop poussé pour moi. On est mis en type entièrement rempli d'espagnols. Voilà. Pour moi. Hein. Ok. Donc ouais, t'aurais mis peut-être d'autres joueurs. T'aurais peut-être changé certains joueurs. Peut-être pas Falcao. Si, bien sûr que si. C'est pour ça que je te dis que c'est pas non. On peut pas en rire, mais c'est un petit peu abusé. T'as des mecs. Après, poste, je sais pas. Ils ont tous le. C'est pas qu'ils vont pas être là. C'est que qu'il y a quand même. À la différence quand même de grands joueurs dans d'autres championnats et qui ont le même niveau sur certains postes, ouais, et qui auraient pu s'en rougir à la place de certains. Voilà, pour moi.
Moi je suis pas d'accord sur cette équipe. Moi, enfin je suis pas d'accord. En même temps, on s'en fout que je sois d'accord ou pas, mais Non, on voudrait entendre ton avis. Vas-y. oui, mais je regrette l'absence d'un joueur comme Andrea Pirlo par rapport à sa saison avec la Juve, par rapport à son Euro avec D'ailleurs, l'Italie. Jean-Michel, je sais pas si t'avais vu le classement, c'est que Pirlo, il est pas dans l'équipe alors qu'il a fini 7e du Ballon d'Or, il me semble. Et Ouais. je crois que c'est Xabi Alonso qui est dans l'équipe type, et alors qu'il a fini derrière lui, alors que c'est un milieu de terrain aussi, c'est ce qui a Ouais, surpris d'accord, beaucoup. Ouais. Ouais, bon après on peut aussi voir bon après c'est sûr que c'est difficile parce que c'est une équipe type et par exemple les attaquants il y a du beau monde devant, on peut pas trop dire on peut pas dire autre chose mais bon il y a des joueurs comme Rooney, comme Van Persie qui avait aussi fait une très belle saison. Après oui voir Mario Gomez. Après je suis un peu étonné de la présence de Gérard Piqué parce que même si j'adore le défenseur, il a connu une saison difficile l'année dernière. Même s'il gagne l'Euro avec son équipe nationale, en club ça avait été un peu plus compliqué. Après quand j'ai vu autant de joueurs espagnols, je me suis dit peut-être étant donné que beaucoup de gens souhaitaient secrètement que le Ballon d'Or revienne à un Espagnol, en l'occurrence Iniesta. Et vu que ça s'est pas fait, bon c'était une manière de consoler tout le monde. Bon après c'est C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il va pas y avoir une surprise parce que vu que tout ce qui était raflé, c'était les Espagnols, est-ce que Iniesta, ils allaient pas lui donner? Et finalement, la seule surprise entre guillemets, c'est qu'ils ont donné le Ballon d'Or à Messi, même si c'est pas une surprise, et qu'on aurait pu s'attendre qu'il donne à Iniesta. Non, la surprise quand même de ça, c'était l'équipe type. On s'attendait tous pas à ça, c'est clair. Lorelai, tu voulais réagir à ce que disait Jean-Michel. Toi, t'étais d'accord, t'aurais mis Pirlo. Moi, j'aurais mis Pirlo et quand je parlais dans le truc, je pensais également à Van Persie et Carnet parce que voilà, ils ont fait des saisons admirables et ouais, j'ai été assez quoi. Maintenant, Pirlo, moi, d'origine italienne, forcément, je suis à fond, mais ça fait légitime du fait que voilà, il a sorti encore une fois une saison merveilleuse et que comme il a dit, la réussite du Ballon d'Or, mais il est pas dans l'équipe type, c'est un petit peu gros quoi. Maintenant, ouais, c'est vrai. Franchement, moi je vous entends tous être, dire que cette équipe, a priori vous êtes pas a priori trop d'accord sur les noms. Moi je rappellerai juste sur si on prend les joueurs qu'il y a, c'est pas même le championnat espagnol qui a vraiment été récompensé, c'est deux équipes, c'est le Barça et le Real. Sur les 11 joueurs, il y a 5 du Barça, 5 du Real. Bon, il y a Falcao. C'est exactement ce que nous dit Jérémy sur Twitter, il nous a dit. Voilà, tu vois, tu vois, et bon, il y a Falcao donc qui est de l'Atlético Madrid. Falcao qui a été phénoménal avec l'Atlético, que ce soit en Ligue Europa ou en championnat. C'est pareil. De toute façon, au niveau des attaquants, alors je veux bien Van Persie, effectivement, il est même en ce moment à Manchester, il est au-dessus du lot. Mais bon, entre Ronaldo, Messi, Falcao, là, quand on a dit ça, on a tout dit. Après, le Barça et le Real l'an dernier, c'est demi-finaliste Ligue des Champions. Et puis, alors mis à part Piqué, effectivement, où moi j'aurais bien vu le petit Hummels de Dortmund que j'ai trouvé bon. Pirlo, effectivement, à la place de Xavi Alonso, parce que Pirlo, il a été champion avec la Juve. Ça peut se discuter. Maintenant, si on prend poste par poste. Alors, je veux bien tout ce qu'on veut, mais bon, l'équipe type de la FIFA, je la trouve cohérente, hein. Je pense que tout le monde la trouve cohérente. Moi, je veux juste mettre un petit point dessus. C'est en fait, j'ai l'impression parce que sur cette équipe type, Casillas, Marcelo, Piqué, Ramos, Alves, Iniesta, Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo, Falcao, Messi, donc tous ces joueurs-là. Il y en a quasiment. C'est quasiment toute l'équipe espagnole aussi, si tu regardes. Il y a une grosse partie de l'équipe espagnole. Alors, faut être champion du monde pour être dans l'équipe. À part les trois devant. Et alors, et Alves. Et les gagnants de la Ligue des Champions, c'est Chelsea. Il n'y a pas un joueur de Chelsea. Vous aurez pas. Oui, mais regarde en championnat. Regarde dans le championnat. C'est ça. C'est qu'ils n'ont pas fait une grande saison. Hein. Ils ont sauvé. Pareil, ils disaient Drogba aurait pu être peut-être dans l'équipe, mais le problème c'est que Drogba il a fait 6 premiers mois pas terribles et les 6 derniers par contre il a été plus fort. Mais d'ailleurs en finale. Puis voilà. Puis tu veux mettre t'enlèves qui devant Messi, Ronaldo.
À mon avis, non. Falcao. Alors, ouais, Falcao, il est en dessous. moi, je veux juste revenir sur un point, c'est pour ça que je veux juste remettre ça en place, c'est que juste que te dire que est-ce que c'est pas une mascarade cette FIFA parce que quelque chose, est-ce que alors sur quoi se base-t-il sur ces joueurs-là? Bien sûr, mais sur les ils ont des grandes capacités, ils font des très belles choses, ils font des très belles choses en championnat, mais alors c'est sûr ils ont tous quasiment gagné la Coupe C'est du ça, Monde. Mais Messi, qu'est-ce qu'il a gagné cette année, Messi? Attends, mais me dis il a été énorme. Il a pas gagné. non, c'est parce qu'à son poste cette année, c'est sur 2012, ça a été le meilleur joueur à son poste. Point. Ça se discute même pas. Et pourquoi pas Tchèch? Pourquoi pas Tchèch en gardien de but? Petrocech? Oui. Mais Petrocech, c'est pareil. Ben regarde autant. Non, à la limite, Casillas, t'aurais pu mettre Casillas comme c'était. Tu peux mettre Neuer. Tu peux mettre Neuer à la limite, le gardien du Bayern. Ah, mais tu parles du Ballon d'Or ou de l'équipe? Non, je parle de l'équipe, toujours de l'équipe type. Donc, Ouais, à la place de Casillas, à la limite, ouais, mais enfin bon, Petrocech, c'est pareil. Mais regarde en championnat. C'est en championnat d'Angleterre, voilà, Chelsea a été très moyen, voilà, donc c'est tout. Mais si tu prends poste par poste, parler de mascarade, je trouve franchement faut pas abuser quand même. Ce qui interpelle un peu, c'est qu'il y a que des Espagnols, voilà. Et tout à l'heure, moi, Christopher, quand tu disais, mais faut pas dire que ça représente que c'est l'équipe type de la Liga espagnole. C'est l'équipe type de Real, deux clubs, Real, Barça. Point. C'est les deux meilleurs. En même temps, non, mais voilà, ouais, pourquoi il y aurait pas une surprise avec Iniesta comme ils ont tout donné à la Liga? Et Iniesta qui était dans les trois et qui a fait quand même une belle saison et puis qui a gagné l'Euro. Tu vois, c'est ça que maintenant que Messi ait le Ballon d'Or, je pense que non, alors oui, autant le Ballon d'Or, je veux bien. Mais réagir, vas-y, Michel. oui, non, je disais, en même temps, on parle du Real et du Barça, mais j'ai envie de dire le mérite, même s'il y a que des grands joueurs dans ces équipes type, hein, le plus gros mérite en revient à Falcao parce que le pauvre, il est au milieu des deux gros parce que il y a le Real. Bon, même si cette année l'Atlético est deuxième, en général, c'est toujours le Real et le Barça qui font peur à toute la Liga, quoi. Donc cette année, c'est grâce à un très grand Falcao que l'Atlético est deuxième. En première ligue, même si j'aurais mis aucun joueur de Chelsea dans l'équipe type, c'est quand même une autre ligue, quoi, où chaque week-end c'est un combat qui fait que vous pouvez pas dominer votre ligue comme c'est le cas en Liga, quoi. Alors il y a quelques réactions Twitter, messieurs, on va les écouter avec toi, Julien. Oui, alors tout à fait, ça se déchaîne là, c'est vas-y. folie, écoute. Alors, on a donc un gros débat sur Twitter entre la première ligue et la Liga concernant cette équipe type de la FIFA. On a Jérémy et Lorelai d'ailleurs qui nous disent que tu vois, elle est déjà revenue sur Twitter à la fin. Qui nous disent que du coup pour eux l'Angleterre, le championnat d'Angleterre est largement supérieur à la Liga et donc ils comprennent pas cette équipe type. On a non. On parle en termes de plaisir à regarder, attention. Ah ouais, mais là c'est pas la question, hein. C'est encore un autre débat, c'est vrai. Et de l'autre côté, on a Jordan Galtier, d'ailleurs bonjour à Jordan qui nous écoute, qui lui est complètement pas d'accord, qui nous dit que le niveau moyen de la Liga est largement au-dessus de la Première Ligue. Et donc voilà, gros débat là-dessus. Et puis on a plusieurs tweetos aussi qui nous proposent quelques changements. Vous allez nous dire d'ailleurs ce que vous pensez de certains joueurs. On a donc il y a le nom de certains noms reviennent très souvent évidemment comme Pirlo, Rooney, Robin van Persie, etc. Et on a aussi Gintoki qui nous dit qu'il aurait bien vu Compagnie et Chiellini par exemple dans l'équipe. On a aussi De Rossi qui vient, Schweinsteiger, etc. Voilà. Alors, enfin, que le championnat espagnol est meilleur que le championnat anglais. Il y a peut-être plus quand même d'équipes compétitives. Tu regardes l'Espagne, c'est beaucoup le Real et le Barça en Angleterre. Manchester, t'as Tottenham moins cette année, mais t'as Arsenal, t'as Chelsea. Il y a quand même du monde en Angleterre. Mais le championnat anglais est peut-être d'un niveau. Si tu prends les 20 équipes une par une, évidemment le championnat moyen en Angleterre est sûrement supérieur au championnat anglais.
Mais voilà, mais je veux dire là sur l'équipe type, comme je le disais, c'est pas l'équipe type, elle est pas représentative de la Liga, elle est représentative de deux clubs, c'est pas pareil. Par contre, ça joue bien en Angleterre, c'est vrai. En Espagne, il y a un beau jeu, peut-être, ouais. Voilà. Alors, messieurs, on va passer sur le Ballon d'Or, bien sûr, parce qu'on en avait parlé. En quelques mots, on va être très rapide parce qu'on a beaucoup entendu même sur RTS et dans d'autres médias aussi. Donc, pour toi, Lorelai, Ballon d'Or, c'est Messi, c'est normal, on n'en parle pas, c'était obligé qu'il l'ait, quoi. Point. Ouais, totalement. Mais après, tu as une fan éperdue de Messi, donc ouais, moi, ce que j'attendais, c'est qu'il ait pour une quatrième fois ce Ballon d'Or, et pour moi, ouais. De toute façon, en vue, on va dire, du podium final, Cristiano Ronaldo, non. Et ouais, non, ça peut peut-être. Non, Messi, c'était sûr encore cette année. Pour moi, c'est légitime. Voilà. Point barre, malgré le fait, on va revenir sur il a pas gagné ça, il a pas gagné ci, non, pour moi, il a fait une saison encore merveilleuse. C'était à lui de faire cette année. Je te dis pas que l'année prochaine, ça serait légitime qu'il l'ait une troisième fois, mais par contre, cette année, ça l'était encore une fois. En tout cas, il la rafle encore. Il le rafle. Alors, messieurs, allez, vas-y, quelques mots là-dessus. N'importe qui, vas-y, Flou ou Jean-Michel. Peut-être Jean-Michel va dire. Jean-Michel. Non, c'est obligé. C'est Messi, quoi. Pour moi, il y avait pas de suspense. À partir de là, pour moi, la seule chance que pouvaient avoir par exemple, un joueur comme Iniesta aurait été sur entre guillemets l'ancien règlement où on faisait un peu référence au palmarès et au titre que vous aviez gagné dans la saison. Mais à partir du moment où tout ça n'existe pas sur la saison en elle-même. Ce qu'a fait Lionel Messi est extraordinaire, donc pour moi on a fait une cérémonie, mais bon, à la limite on aurait pu lui envoyer par la poste. Hein, non mais moi c'était énorme parce que moi je l'écoutais pour l'anecdote que j'écoutais dans ma voiture et j'ai pas regardé bien sûr l'équipe 21, mais j'écoutais RMC et c'était très drôle parce qu'il y avait Moscato qui était à cette époque et puis ça va être qui? Ça va être Messi, quelle surprise. Enfin voilà, ça que ce soit Messi, point, ça sert à quoi, c'est clair. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Michel. Faire une grande cérémonie pour ça. C'était intéressant ce qu'il y avait autour, mais bon, Lionel Messi, on s'en foutait un peu. Non, on s'en foutait pas, c'est un très bon joueur, mais après la cérémonie pour ça, bon. Pas de surprise, quoi. Messieurs, vos réactions là-dessus? Moi, sincèrement, je trouve que le ballon d'or. Si, j'aimerais juste avoir une petite pensée d'abord pour un joueur qui pourrait être futur parisien a priori, c'est Cristiano Ronaldo, parce que je veux quand même compatir avec lui, parce que je pense qu'il doit quand même sincèrement en avoir marre. Le pauvre, il va finir par vraiment faire un gros complexe par rapport à Messi, il va plus savoir quoi faire. Parce que voilà, il suffit de voir sa tête année après année à la cérémonie du Ballon d'Or. La première année, il avait le sourire, deuxième année un peu moins. Et cette année, j'ai l'impression, même avant d'y aller, il était déjà dégoûté, quoi. Donc, il a plus qu'à payer un tueur à gage, à mon avis. Plus grand chose. Je pense que le pauvre, il est tombé, il est tombé avec un joueur qui est stratosphérique. Maintenant, Messi, alors c'est vrai qu'effectivement, il a marqué ses 91 buts, je sais même pas ce qu'on peut dire. C'est pas mal. Faut rien dire. Voilà, on va dire que c'est correct. Non, plus sérieusement, je voulais me renseigner. Alors je sais pas si quelqu'un a la réponse. Ça m'étonnerait de savoir le nombre de pénaltys qu'a marqué par contre Messi sur ses 91 buts. Parce que beIN Sport a fait un récap de tous ses buts et je veux dire qu'il y en a des beaux sur coup franc, sur d'autres. Oui, il y en a pas beaucoup sur pénalty, pas beaucoup. Pas beaucoup, d'accord. Non, parce que je peux pas te dire le chiffre. D'accord. C'est pas grave. Toujours est-il que de toute façon, alors moi personnellement, j'aurais préféré qu'il aille à Iniesta. Déjà parce qu'il a fait aussi une énorme saison. C'est quand même le métronome, je vais dire quand même du Barça aussi. Si Messi marque autant, si Messi. Non mais voilà, exactement. Si Messi marque autant de buts, c'est aussi parce qu'Iniesta il est quand même là aussi pour lui lancer, pour le lancer en profondeur. Voilà, mais sincèrement, non seulement pour l'homme, mais il mériterait un ballon d'or déjà pour tout ce qu'il apporte, non seulement au football aussi. Je sais pas si vous avez vu effectivement ce reportage sur Iniesta qui est passé dans l'équipe du dimanche soir. Non seulement c'est un joueur exceptionnel, mais en plus après c'est un homme d'une bonté, d'une générosité vraiment superbe. Donc rien que pour ça, je pense qu'il le mérite.
Ah oui. T'as raison, et c'est vrai que moi j'ai d'ailleurs plus tendance à compatir pour lui que pour Cristiano Ronaldo personnellement, et c'est vrai qu'on le voyait pas mal dans les médias récemment, et je trouve que ça résume assez bien la situation. Les médias disent souvent en ce moment que finalement le seul défaut d'Iniesta, c'est d'être de la même génération que Lionel Messi, quoi. C'est surtout de pas être un buteur. Allez, et ouais. Ouais, c'est peut-être pas fou, mais il travaille dans l'ombre, mais il y a aussi les. Non, mais oui, mais si tu, non, parce que si tu regardes, non, mais parce que si tu regardes le palmarès des Ballons d'Or, combien t'as de joueurs à vocation défensive qui l'ont eu? T'as eu Sammer, t'as eu Cannavaro. Puis t'as Yachil, beaucoup plus vieux ça. Je crois personne n'était né entre nous. On s'écarte. Alors Thomas me dit qu'il a marqué 9 pénaltys. Voilà. 9 pénaltys. C'est surtout c'était buts, et Ronaldo c'était 11 et Falcao c'était 5. Voilà. Oui, juste pour dire également comme l'a dit Thomas, parce que faudra juste dire, effectivement Thomas a raison, faudra par contre que Messi porte plainte contre son costumier. Hein. Ah, je voulais conclure là-dessus. Ah, c'est vrai que c'était assez affreux, ouais. Surtout le papillon là, c'était horrible. Oui, c'est vrai. Et Xavier, une petite réaction là-dessus, puis après on aura peut-être quelques réactions plus tôt si on va conclure vite fait là-dessus. Je vais faire vite moi parce que déjà je me suis fait traiter de footix par Thomas en off, je tenais à le dénoncer en direct à l'antenne. Et en plus on en a parlé dans le terminus, on avait fait un bon débat là-dessus avec Thomas d'ailleurs et Chris, notre Belge, le chouchou. Et donc non ouais bah moi voilà c'est ça. Après il y a Iniesta par rapport à tout ce qu'il fait parce que tout ce que fait Messi il le fait avec l'équipe du Barça, c'est pas un hasard, mais Iniesta, Xavi, et vu le palmarès, il aurait pu. Maintenant, c'est clair que le donner à Messi avec la saison qu'il a fait, c'est pas non plus un scandale. Maintenant, c'est vrai, je crois que c'est le Relay qui disait c'est étonnant qu'il soit même pas deuxième, Iniesta. Maintenant, après le donner à Messi, je pense que ça choque pas non plus grand monde, même si je sais que Thomas lui était pas pour du tout quand on avait fait l'émission. C'est vrai. Allez, c'est très bien, messieurs. On va tout de suite enchaîner. On le fait très rarement, mais top ou flop transfert, ça y est, un peu de retour. Hein. La semaine dernière, on l'a pas fait parce qu'on était un peu short. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc très très chaud qui vient de tomber. C'est Loïc Rémy à QPR. Ça y est, c'est signé. Alors, ça, a priori, ça serait pour 10 millions d'euros. Donc, pour toi, Lorelai, c'est un top ou c'est un flop pour sa carrière à Loïc Rémy? Alors là, tu poses une question, je reste au courant, mais c'est quand même un ami de longue date, très bon ami à moi. T'es obligé de alors, dire. Alors, qui va parler, et puis à l'ami, disons que, comment te dire, à la base, c'est ça, on voyait tous Newcastle. Le départ de l'OM était inévitable, pour plein de raisons, ça c'est, mais ce qui est très dommage, hein. J'adorais que mon ami évolue et fasse de bonnes choses à l'OM, le fait étant, il est revenu de blessure. Gignac avait pris ça, il l'a fait d'une manière admirable. Ils auraient pu essayer pas de faire une concurrence, mais justement de s'allier tous les deux pour pouvoir jouer. Le fait étant, lui qui a besoin de beaucoup de jeu pour pouvoir se remettre d'aplomb et avoir un mental assez dur, chose dont il ne bénéficiait plus à l'OM. Ce qui fait que c'était un puits sans fond et qu'à l'OM, s'il était resté 6 mois de plus, il serait vraiment en tête. Donc de part, ce qui a été dommage par contre, c'est qu'il ne part pas cette été. À la base, voilà, ça a été vraiment. Ça aurait été mieux parce que là. Faut pas oublier qu'on l'a acheté 15 millions, plus de 15 millions d'euros quand il est arrivé de Nice, et que donc là, apparemment, on le revend 10 millions, alors qu'on aurait pu le vendre à un très bon prix cet été à Tottenham. Donc bon, après, moi, la gestion de l'OM, c'est pas moi qui m'en occupe. Le fait étant qu'il signe à QPR, avec 20 l'âge, hein, voilà, sur les raisons sans choix. Après, d'après les rumeurs, de ce que j'ai entendu dans les bruits de couloir, il y a eu un petit problème avec le transfert à Newcastle, ce qui expliquerait que Loïc soit parti à QPR. Faut pas oublier que la Redknapp, d'accord, ils sont derniers, mais ils peuvent encore pas forcément s'enterrer partir en D2, et je pense que si lui il a signé là-bas, il a fait une clause son contrat. Ouais, mais c'est très mal parti quand même pour QPR. Oui, c'est très mal parti, mais d'un autre côté, lui personnellement, autant il peut se relancer là pour les 5 derniers, 5 même pas derniers. Mais et ça peut être bon pour lui. Et puis autant je sais rien que
cet enfant n'est pas idiot et qu'il a dû faire une clause dans son contrat du fait que si que ce soit Redknapp qui parte ou que Pierre descende en D2, il passera pas. Je pense. Il y a une clause, a priori, il y a une clause, hein, comme ça, une clause en cas de relégation, hein, d'après ce que je peux comprendre. Hein. Voilà, ça, c'était une évidence. Il a assuré ses arrières. C'est sûr. Son choix, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que ça aurait été génial à Tottenham cet été. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, laissons-le faire ses preuves avec UPR. Il peut avoir la chance de briller pendant le dernier mois et de justement remarquer, il y avait plusieurs équipes qui bougeaient déjà. Donc, voilà. On verra. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un top ou un flop pour vous? Flo. Moi, sincèrement, désolé. non, parce que vite fait, c'est vrai que je pense que pour lui, ça risque d'être compliqué parce qu'en plus, QPR a quand même du retard au niveau sur le premier relégable, je crois qu'ils sont 6 points de retard. Puis ils ont gagné 2 matchs cette saison. Voilà, Loïc Rémy, ça a beau être un joueur que j'apprécie beaucoup. Non seulement aussi les formes à Lyon. Maintenant, voilà, quoi. Je pense que ça va être très très compliqué pour lui de réussir à relancer cette équipe et j'y sens pas forcément très bon. Ouais. Ok. Xavier. Moi, déjà dans ce que dit Lorelai, on a l'impression il y a un peu des sous-entendus quoi. Il y a des choses qu'on sait pas trop. C'est vrai qu'on se demande pourquoi elle arrive pas. Non mais ça. On savait déjà, on avait entendu déjà qu'à Marseille déjà ça allait pas super avec Loïc Rémy déjà. Mais l'année dernière ça se passait bien pour lui. Oui, mais c'est étonnant qu'il arrivait plus à revenir. Quoi. Ouais, mais il y a eu des histoires apparemment qu'il serait blessé, qu'il serait resté sur le banc parce qu'il voulait pas rentrer. Et en fait, il s'est blessé pendant qu'il s'est chauffé. Donc après, ça fait toute une mascarade dans la presse. Bon. Dès son arrivée, ça n'a pas été facile. On se rappelle même par rapport à son cœur. On avait douté même à son arrivée. Et c'est vrai que la tendance s'est inversée parce que l'année dernière c'était un attaquant tout le monde vantait ses mérites et moi je pense que c'est un très bon joueur et moi son choix de Queen's Park Rangers de toute façon il fait ce qu'il veut mais c'est vrai qu'entre Newcastle et eux j'aurais plus préféré pour lui Newcastle. Thomas en off qui me dit qu'il est très fort, il va cartonner là-bas, et que sa vitesse et son jeu de tête, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il méritait mieux que ce club 20e. Maintenant, s'il y a une clause en cas de descente qui puisse se relancer ailleurs, mais je pense qu'il mérite mieux que le dernier du championnat d'Angleterre, quoi. Mais c'est un flop, mais bon, un flop peut-être pour lui, il y avait pas trop de solutions et qu'il voulait vraiment s'en aller de l'OM. Je pense aussi. Jean-Michel, ta réaction là-dessus? Moi, en tout cas, j'espère que ça sera en top. Parce que déjà j'apprécie les joueurs. Je connais pas l'homme personnellement, mais j'apprécie les joueurs. Ensuite, il y a des paramètres qu'on maîtrise pas toujours, quoi. Même si au premier abord Newcastle présentait un meilleur profil que QPR. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'Harry Redknapp connaît très bien Loïc Rémy. Ça fait quelques saisons qu'il le suit, qu'il l'apprécie. Donc ça aussi c'est une donnée importante lorsque vous êtes amené à découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat, en plus la première ligue. Et puis bon, même s'ils sont un peu distanciés parce qu'ils sont derniers, et que ça va être très compliqué, moi je pense quand même qu'avec Redknapp, il y a quand même une carte à jouer parce qu'il est habitué de ce genre de challenge. C'est un peu le pompier en Angleterre qui arrive à faire des miracles avec les équipes qui doivent sortir des zones rouges. Donc moi j'ai confiance en Loïc Rémy et je pense qu'il va, même s'il y aura un temps d'adaptation bien évidemment, je pense qu'il va finir par s'imposer en première ligue, que ça soit à QPR sur les 6 mois qui arrivent et ou dans un club plus huppé dans le futur. À savoir aussi si c'est pas Marseille, l'offre était meilleure et qu'ils lui ont pas mis la pression pour dire pour rentrer un peu dans leur sous, peut-être aussi, non? C'est pas possible, ça? Je pense ils lui ont laissé le choix. Ouais, non, mais je pense qu'il y a même pas eu de choix au caisse, c'est-à-dire qu'à mon avis, les deux ont mis 10 millions d'euros et derrière, après, ça a été son choix perso. Ouais, Julien, petite réaction peut-être sur Twitter et puis ta réaction aussi sur Top ou Flop, parce que toi aussi, supporter lyonnais, tu l'as bien aimé aussi. Oui, évidemment, oui. Sur Twitter, on a géré
Rémi qui effectivement rejoint un petit peu l'avis de tout le monde. Il trouve que c'est un flop, pas forcément dans ce que Rémi peut apporter à QPR, mais plus dans l'équipe tout simplement qu'il a rejoint. Il pense aussi que Rémi aurait tout simplement mérité un meilleur club. Et puis moi je suis pas très original, mais je suis de cet avis-là aussi évidemment. Moi déjà à la base je suis toujours resté dégoûté du fait qu'il soit parti de Lyon à l'époque. Donc tu penses que voilà quoi. J'aurais bien aimé qu'il revienne nous voir, par exemple, mais bon, voilà, quoi. J'attends de voir ce qu'il va faire, mais évidemment, avec son niveau, je pense qu'il peut faire de belles choses. Après, est-ce que l'équipe sera avec lui? Ouais, Ça, voilà. c'est Est-ce que l'équipe va suivre son niveau? Est-ce qu'il va pas s'embêter dans cette équipe? C'est une autre question, quoi. Bah après, s'il peut se relancer là-bas aussi, et puis en Angleterre, se retrouver dans des clubs plus huppés l'an prochain, hein. Il y a peut-être ça aussi, hein. Petit à petit, il explose là-bas, et puis il y a des clubs comme Arsenal ou Manchester ou Liverpool, où il peut se retrouver, hein. C'est possible aussi, hein. Allez, messieurs, on va passer au pronostic. On a été très bon sur ces top et flops. Ça a été plutôt un flop de notre côté, hein, à part le top de Lorelai, j'ai envie de dire. Mais même si Pour moi, c'est un top. D'accord, ok, top, ok, d'accord. Bah 2 tops et puis tout le reste c'est flop. Hein. Je suis désolé. Allez, c'est pas grave, on passe au pronostic. C'est parti, mon petit Flo, je te laisse la parole pour les pronostics. Merci beaucoup. Alors donc, comme chaque semaine, donc on va pronostiquer donc sur 3 matchs donc qui vont intervenir donc ce week-end. On a alors pas 3 matchs français, on a un match anglais, un match français, un match italien. 3 belles affiches. On a un derby londonien entre Chelsea et Arsenal, l'affiche de Ligue 1 entre le Bordeaux et le PSG, et le match aussi, une grosse affiche en Italie entre la Roma et l'Inter Milan. Alors on va commencer par l'Angleterre, donc Chelsea-Arsenal, donc qui va se jouer donc sur le terrain de Chelsea. Les cotes, alors très vite, donc les cotes c'est 1,75 la victoire de Chelsea, 3,30 le nul, 3,80 la victoire d'Arsenal. Je rappelle juste que les cotes donc vont évoluer jusqu'au jour du match. Actuellement donc Chelsea, faut savoir aussi que Chelsea joue un match demain, un match en retard face à Southampton. Match en retard quand ils jouaient la Coupe du Monde des clubs. Donc Chelsea reste sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs et ont inscrit 18 buts en 6 matchs. Donc l'attaque est en pleine forme. Et du côté d'Arsenal, il y a 2 matchs en victoire. Donc la défaite le week-end dernier face à City et un nul à Southampton. Et avant ces 2 matchs-là, ils restaient sur 4 victoires en 5 matchs et 16 buts sur les 6 derniers matchs. Donc c'est 2 équipes qui marquent beaucoup en ce moment. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un match assez intéressant. Du côté de la page Facebook, donc les membres ont plébiscité à une large majorité la victoire de Chelsea, 66%, 20% pour la victoire d'Arsenal. Donc voilà, et juste c'est également savoir qu'à l'aller, Chelsea s'était imposé sur le terrain d'Arsenal 2-1. Voilà, donc je vais demander donc maintenant du coup à Lorelai son pronostic. J'espère que personne m'écoute parce que je suis censée être supportrice d'Arsenal. Écoute, Simon, je dirais que j'aimerais bien une victoire d'Arsenal, mais ce que je ne vois pas du tout. Le meilleur de ces cas-là pour faire la langue de bois serait un match nul. Ça peut le faire, mais bon, voilà, je dirais Chelsea quand même, malheureusement. Mon Dieu, j'espère que personne ne m'écoute. D'accord, donc tu étais parti à la base sur une victoire d'Arsenal, tu es passé par le match nul, et finalement je suis pour les Gunners, donc forcément, si tu me demandes à moi vraiment, avec les Gunners, gagne maintenant. Je pense que je peux pas une victoire de Julien, marque-le sur Twitter. Lorelai a pronostiqué Chelsea. Vas-y. Je manquerai pas, ouais, c'est parti. Je vais le retweeter. Thomas en off, donc m'a donné son pronostic également. Lui, il voit un match nul, donc dans ce derby londonien. Merci Thomas. Ensuite Xavier. Je vais donner Chelsea, moi. Chelsea, tu suis nos internautes. D'accord, Chris. Bah moi pour ma part, ça sera Arsenal. Supporter d'Arsenal, je resterai fervent, même si je les vois pas gagner. Mais je veux dire Arsenal quand même parce que c'était dur quand même comment tu les vois pas gagner, mais tu les pronostiques quand même. Oui, je les pronostique parce que ça va être une surprise. Je les vois pas gagner, je mettrai pas un billet dessus, mais je mettrai bien 1 euro. Voilà. Tu encourages nos auditeurs à perdre de l'argent. Ouais. Si ça c'est pas un pronostic de merde, messieurs, je crois que voilà. Jean-Michel.
C'est compliqué parce que j'aime bien Arsenal, mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Chelsea parce qu'il va y avoir aussi des absents du côté d'Arsenal. Il y a Koscielny qui va être suspendu, il y a Arteta qui est absent 3 semaines. Faut voir comment on va aussi enchaîner Abu Dhabi parce il a effectué son retour la semaine dernière. Est-ce qu'il va pouvoir réenchaîner sur un grand match? Waouh, ça serait énorme. Ouais, parce qu'en plus c'est un super joueur, donc on a tous envie de le voir parce que c'est un autre Arsenal lorsqu'il est sur le terrain. Mais je vois quand même Chelsea s'imposer. Même si j'ai hâte de voir le match, mais je vois Chelsea s'imposer. D'accord. Julien? Sur Twitter pour commencer, on a Jérémy qui lui voit Chelsea avec des buts de Lampard et Bas. Et puis moi personnellement, je vais dire Arsenal également plus pour le choix du cœur qu'autre chose. Voilà. Je remarque qu'on a beaucoup de supporters d'Arsenal, mais il y en a pas mal qui pronostiquent Chelsea, donc je sais pas ce qu'il faut penser. Pour ma part, j'aurais pensé sur une victoire de Chelsea, mais je vais dire match nul du fait que Chelsea joue demain. Donc voilà. Donc pour ma part, je vais pronostiquer un match nul. On va passer au deuxième match, le match français, le match entre Bordeaux et le PSG. C'était une belle affiche il y a quelques années en arrière. Ça a quand même changé. Alors le match est joué à Bordeaux, mais les cotes sont inversées, c'est-à-dire que donc Bordeaux est donné vainqueur à 3,90, le nul est à 3,10 et la victoire de Paris est à 1,90. Voilà, donc Bordeaux, s'il reste sur 3 matchs nuls consécutifs à domicile, 2 fois 0-0 et un but partout, Bordeaux n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs. Donc c'est très très faible. Ils ont marqué 5 buts en 7 matchs, ils en ont encaissé que 3. Donc faut pas s'attendre à un score fleuve, je pense. Du côté de Paris, il y a une seule défaite en 7 matchs, c'était à Nice. Paris n'a pas pris un seul but sur les 5 dernières journées et en a marqué 12 en échange. Donc voilà, à mon avis, ça va être un match Bordeaux va avoir des difficultés à marquer, je suppose. Mais ça, après, c'est vous qui allez me le dire. Du côté de nos membres, ils pronostiquent donc une victoire du PSG à 46%, c'est un peu plus serré. 46% pour une victoire de Paris, 30% Bordeaux et 24% le match nul. Voilà. Donc je vais être galant, donc je vais repasser la parole à Lorelai. Johan Gouffon s'est blessé ce week-end sur un mauvais tacle qui est fissuré. Donc il est incertain pour ce match. Je crois que je sais même pas s'il a été déclaré forfait encore, j'ai pas suivi, mais il est en tout cas incertain pour ce match, ce qui met encore les pieds dans le pied à Bordeaux. Et moi que je suis vraiment anti-PSG et que voilà. Carrément. Donc mettre un match nul juste pour faire chier tout le monde, parce que hors de question que je pronostique une victoire du PSG. Ah, tu vois, elle aurait pu pronostiquer une victoire de Chelsea, mais pas une victoire du PSG. Ça c'est clair et net, à moi ça. Xavier. Alors, j'étais parti sur un match nul, mais quand je viens d'entendre ces paroles, j'ai envie de donner Paris. Mais alors déjà, il y a Thiago Motta qui sera pas là parce que comme il a pris un rouge, et souvent quand il est pas là au milieu, ils sont un peu moins bien quand même. Il apporte un petit peu, moi je le trouve pas mal, même si on critiquait un peu son agressivité des fois. C'est marrant, moi Bordeaux ils sont pas faciles à jouer. Paris là avec le match nul qu'ils ont fait, ils sont obligés de gagner, mais je les vois pas gagner à Bordeaux. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as la stat. Flo, c'est le match. Ouais, toi Jean-Michel, tu dois savoir, Paris à Bordeaux, ça gagne très très rarement. Ouais, je me souviens d'une victoire, mais sinon tout le rang en général. Paris a, j'ai pas la stat là sous les yeux, mais Paris a, je peux te trouver ça, mais Paris effectivement a beaucoup de mal, il me semble effectivement du côté de Bordeaux. Si t'as juste une seconde, je vais te donner la stat. Mais effectivement, par contre, c'est vrai que de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'attendre. Horacio et Paoletta, je me rappelle, mais il gagne très rarement là-bas. Ouais, non, et c'est vrai que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir que Bordeaux encaisse très peu de buts, donc Paris aussi, donc. Tes stats, ton pronostic quand même, Xavier. Même si on ne sait pas, on va le savoir après, mais. Même si pour énerver le relais, j'aurais bien dit Paris 3-0, mais bon, je vais donner match nul. Allez, match nul, ok.
Oui, moi. Alors, moi pour ma part, non, je vais mettre le Paris Saint-Germain, même si. C'est le cœur qui parle. Non, c'est pas le cœur qui parle, mais non, je vais mettre le Paris Saint-Germain. Je vois pas Bordeaux, même si mon frère est supporter de Bordeaux. Non. Paris Saint-Germain, point la ligue. PSG, d'accord. Jean-Michel, pardon. C'est un match compliqué quand même parce que faut voir, tout à l'heure on faisait référence à l'absence de Thiago Motta, mais il y a aussi celle de Thiago Silva, donc faut voir comment ils vont pouvoir gérer ça. Si on ajoute à ça le fait qu'il n'y a jamais de gros match, enfin en tout cas pour le PSG là-bas, moi je vais voir en vrai un 0-0 pourri, quoi, malheureusement. Moi c'est clair et net. Allez, nos tweetos. Ensuite, ouais, Julien. Eh ben, Jérémy sur Twitter voit une victoire du PSG avec un but de Moura ou alors de Lavezzi. Je regarde ce qu'il y en a une qui vient d'arriver. Non, ça n'a rien à voir. Et donc moi personnellement, je vais voir une victoire du PSG aussi parce que Bordeaux, je les trouve un peu fébrile en ce moment. Gouffran, il est un peu en panne de but et puis effectivement, s'il s'est à moitié blessé en plus le week-end dernier, ça aide pas. Donc voilà, je vais rester sur le PSG. C'est très original. D'accord. Alors pour revenir sur ce que demandait Xavier tout à l'heure, effectivement, j'ai la stat. Après, donc il y a eu 39 matchs donc en Ligue 1 entre Bordeaux et Paris, donc à Chabanel-Mas, 39 matchs, 24 victoires de Bordeaux, 9 nuls et 6 victoires du PSG. Effectivement, donc Paris a quand même beaucoup de pour ma victoire, si à mon avis ça risque d'être difficile, mais il sera qu'une petite victoire, 1-0 ou mais voilà, ça va être à mon avis un match assez fermé de toute façon, quoi qu'il se passe. Hein. Et enfin, donc on va passer au match italien, le match entre la Roma et l'Inter. Deux équipes qui sont distancées donc au niveau du championnat, donc pour le titre, deux équipes qui ont à mon avis déjà tiré un trait là-dessus. Donc les cotes, alors c'est 2 pour la victoire de la Roma, 3,30 pour le match nul et 3 pour la victoire de l'Inter, donc c'est des cotes intéressantes. La Roma, donc, ce sont deux équipes qui sont pas en forme actuellement. Là, la Roma, ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. L'Inter a gagné une seule victoire sur les 4 derniers matchs. Et donc la Roma, par contre, à domicile est en grande forme. La Roma a gagné ses 4 derniers matchs à domicile. Et l'Inter a perdu ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Donc si on suit la logique, normalement, la Roma devrait s'imposer. Mais bon, la logique en foot, on sait ce que c'est. Faut savoir aussi que les deux équipes n'ont fait que 2 matchs nuls Voilà, et au match aller, donc la Roma s'est imposée 3-1 à Milan face à l'Inter. Du côté de notre page Facebook, donc les membres n'ont pas réussi à se départager. La moitié, 37,5% des votants ont voté donc pour une victoire de l'Inter, 37,5% pour la Roma et les 25% pour un match nul. Donc il n'y a pas vraiment de pronostic qui s'est dégagé de ce côté-là. Ok. Il y a des petites... Voilà. La Roma. Une victoire de la Roma. Tout simplement. Tout simplement. Une 5e victoire consécutive de la Roma à domicile. Ouais, je vois comme ça. D'accord. Xavier ? Bon, je vais donner aussi, d'ailleurs, je passe le bonjour à Domenico. Tout à l'heure, on parlait de Pirlo. Je vais même pas passer un petit coucou parce que il était pour Pirlo dans l'équipe de la FIFA. Honteusement, j'ai oublié mon ex-partenaire d'Aboprono. Et je sais c'est un grand fan de la Roma, donc je vais donner la Roma et je vais donner but de Totti. Oh, la belle cote à mon avis. Et non Waro ou Lindula comme on me chante en off. D'accord, Jean-Michel. La Roma à 2000%. C'est un souhait. Oui, là, bah oui. Il est pour le Milan AC, c'est normal. Oui, donc, attendez les gars. Je souhaite toujours le pire à l'Inter, je suis obligé de l'avouer. Voilà. D'accord, Chris. Bah moi, pour ma part, vu qu'ils font jamais match nul, moi je vais dire un match nul. Voilà. Un match nul, d'accord. On a contre-pied. Moi, je suis à pronostic. La cote à 3,30. Voilà. Bah voilà, match nul. Voilà, c'est sympa. Julien. Eh ben, Jérémy rejoint Chris et voit un nul aussi. Et moi, pour ma part, je verrai une victoire de la Roma et aller un petit but de Pjanic s'il joue. Il m'a enlevé mon pronostic, Julien, parce que effectivement, j'aurais eu une pensée aussi pour Domenico, comme Xavier
comme Xavier donc l'a fait il y a quelques instants. Moi, j'aurais pronostiqué une victoire de la Roma et effectivement un but de Pjanic, parce que il me semble que j'ai cru comprendre que Domenico l'avait vu il y a pas longtemps, enfin l'avait croisé a priori, donc rien que pour ça un petit clin d'œil, et donc le petit but de Pjanic, et voilà, donc victoire de la Roma. Voilà. Ben voilà, on a été complet sur ces pronostics. On est en Et retard. les pronostics donc seront publiés sur la page Facebook ce soir ou demain dans la journée. Et oui, voilà, Flo il est au taquet sur ça. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous, chers chroniqueurs, merci à vous tous, chers auditeurs, et merci à Lorelai qui était là ce soir exceptionnellement. Bah écoute Lorelai, merci d'être venue. Faut que tu fasses une petite phrase, hein, bien sûr. Hein, tous les invités le font, donc on va voir si tu. Ah si. J'ai déjà loupé le match du LOSC et en plus tu me demandes Ah ça. oui. Je sais, je vais t'embêter jusqu'à la fin. Je suis obligé, hein. Donc c'est simple, il faut que tu dises juste ça. Ici, Lorelai, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ici, Roda, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Bah voilà, alors, du premier coup. Très bien. Attends. Attends, non, pour une femme. Une femme, c'est pas mal. C'est pas méchant ce que je dis. C'est que la plupart des invités, quasiment tous, on est obligés de s'y reprendre à 2-3 fois, hein, donc même de l'écrire. Il y en a, on était obligés de les couper tellement c'était long. C'est bien de mépriser les invités en direct, Flo. Bravo. Voilà, je suis tellement mis à culpa. Ouais, voilà. Bon, allez, messieurs, merci à vous tous. On n'oublie pas, demain, Liberté pour les auditeurs avec Xavier et Stan. Tu peux peut-être nous dire quelques mots, justement. Si je veux. Oui, bien sûr, avec plaisir. Demain, on recevra en première partie, justement, Thomas m'en va parler pour les invités. C'est ce que Stan avait déjà prévu et c'est une bonne nouvelle par rapport au site All PSG, et le PSG qui porte plainte contre plus ou moins porte plainte contre le site parce qu'il y a le mot PSG dedans, et donc ils veulent qu'ils changent de nom et récupérer le nom de domaine. Et donc on recevra Guillaume, c'est un membre de All PSG qui maintenant va s'appeler allpanam.com, et en deuxième partie, maintenant on a un Niçois dans l'émission, c'est Chris qui est abonné à la Brigade Sud à Nice, et donc il nous fera une chronique niçoise, et on recevra un supporter niçois qui je crois que l'an dernier avait pris une balle un peu comme Cassis à Montpellier, un flashball dans l'œil, et qui avait porté plainte et qui a eu un non-lieu, donc il viendra nous en parler en direct à l'antenne. Encore un Chris. Ok, super. Et puis, encore un Chris, ouais, exact. Et demain, L-Sport à 21h30. Alors, Thomas recevra avec ses chères chroniqueuses, il recevra la championne d'Europe et de France de squash, Camille Serme, demi-finaliste au Masters il y a une dizaine de jours. Et puis, on enchaînera jeudi avec le Motor Show à 21h30 et aussi le vendredi avec nos lives de National. Non, il me semble pas, non. En ce moment, les lives, c'est un peu mis en sommeil, là. Il fait dodo. D'accord, ok. Et puis dimanche, terminus avec notre ami et notre grand chouchou, Chris, qui sera. Il est insistant. Ouais, j'assiste. Qui sera dimanche à 19h, terminus, qui retransmet toutes les infos. Il débat de toutes les infos sportives qui sont passées actuellement. Voilà, et voilà, je vous dis un gros merci à vous tous, mes chers chroniqueurs, et non, il n'y a pas de chouchou parce que je vous aime tous. Allez, allez, merci à tous mes chers. On va régler ça en haut. Merci. Merci à tout le monde, merci à Jean-Michel Baden, merci à Xavier, merci à Flo, merci à Tom qui était en off, qui était lui exceptionnellement là, Julien aussi, et puis mardi prochain on aura le retour de Thomas aussi qui sera là, il y aura aussi le retour de Chris pour cette nouvelle année. C'est une spéciale chouchou la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine c'est spécial chouchou, exact. Il y aura aussi Flo, je crois, enfin voilà, toute l'équipe sera là, vous inquiétez pas, et avec un nouvel invité qui sera un joueur de Bastia. Je peux pas vous en dire plus parce que vous saurez tout ça sur Facebook. Et bien sûr, on se dit à mardi prochain, 21h. Et merci encore à Lorelai et à très bientôt parce que Lorelai sera avec nous quand on aura un certain joueur qui sera avec nous. Je vous en dis pas plus parce que c'est une petite surprise. Allez, bisous à vous tous. Salut, ciao. Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol!
aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.